de l'esprit des lois de Montesquieu, j'aime toujours dire que nous devons être les défenseurs de la loi, du droit. Depuis la crise de la FECAFOOT, j'avais déjà alerté certains que l'ennemi le plus dangereux n'était pas Eto'o, mais c'était Paul Biya, avec sa clique. Et j'avais d'ailleurs dit que ceux-là qui veulent parler au nom du MRC, qu'ils étaient en train de trahir la pensée et surtout le fonctionnement de Maurice Kamto, qui ne peut pas demander un ordre d'aller persécuter quelqu'un qui est déjà presque à genoux, quelqu'un qui revendique ses droits. Et je vous avais dit que vous verrez, de la même manière que Maurice Kamto avait adressé les condoléances à Samuel Eto'o, que vous verrez certainement un signe venir de ce côté-là par rapport à la crise qui a la FECAFOOT. Que ne m'a-t-on pas dit? Vendu et tout ce qu'on veut. J'accepte, puisque je suis comme le canard avec mes plumes, vous y versez de l'eau et puis ça ne me fait rien. C'est un combat que je mène depuis 30 ans. Conseiller de Maurice Kamto, et surtout, un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, Albert Zongan, qu'il faut-il le dire, est un ancien du RDPC, puisqu'il a d'ailleurs été élu, y compris au niveau de la mairie de Douala. Nous sommes dans les années 92, jusqu'à 97, il était un élu du RDPC. Et comme je disais, les gens peuvent toujours changer de bord politique. La preuve, c'est que en 97, il est parti voir Biya. Il lui a dit, si tu maintiens halogène et consort dans la Constitution, je quitte le RDPC. Biya lui a dit au revoir. Il est sorti de là. Il a créé son mouvement et il est devenu un grand opposant. C'est ce que j'ai toujours dit, que ceux qui peuvent être dans le gouvernement peuvent changer de main et rejoindre l'autre camp, et vice-versa. Dans la réelle politique, il faut savoir que ce sont les idées, les convictions qui peuvent faire que chacun change. Albert Zongan a donc fait un audio sur la question Samuel Eto'o et Mwele Kambi, ou alors les hautes institutions. Samuel Eto'o contre Zongango, Samuel Eto'o contre le gouvernement. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Albert Zongan. Et beaucoup n'ont pas voulu qu'on écoute cet audio. Ils n'ont pas fait la publicité sur ça parce que ça n'arrangeait pas leurs intérêts. Je vais donc vous faire écouter ce que Albert Zongan a dit. Veuillez m'excuser. Je ne parviens pas. Oh là 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 là. Je ne parviens pas à trouver. Je ne parviens pas à trouver. Je ne parviens pas à trouver. Veuillez m'excuser. Albert Zongan, il est où? Je ne sais plus s'il est là. Oh là 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 là. Ça disparaît. Veuillez m'excuser. Mais néanmoins, Albert Zongan interpellait certaines personnes
et apportait son soutien à Samuel Eto'o. Mais juste après avoir fait cela, et après avoir aussi dit qu'il était fâché contre ceux-là qui, bien sûr, traitaient Samuel Eto'o de tous les noms d'oiseaux, c'est donc directement qu'est sorti aussi le communiqué de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o disant qu'il était à fond derrière Paul Biya. Même si l'audio d'Albert Zongang aujourd'hui a disparu, mais beaucoup quand même ont dû écouter cela. Et après, il est revenu faire un autre audio pour justement dire qu'il s'était fait fourvoyer dans l'histoire de Samuel Eto'o, où il se disait que Samuel Eto'o était terriblement en danger, mais que malheureusement, c'est le même camp. Monsieur Eto'o, bravo. Vous avez réussi à me faire tomber dans votre choki, comme dirait la pyro de Banga. J'avais oublié que quand deux truands font semblant de se battre, il faut éviter d'entrer en pitié et d'aller les séparer. Vous y laisserez votre portefeuille, votre téléphone et peut-être votre vie. Qu'est-ce qui m'a fait croire que le fils et le père pouvaient avoir un problème? Dans tous les cas, mon voice a déclenché la clarté. Mon voice vous a obligé à dire au peuple de ne pas avoir pitié de vous parce que vous n'avez pas de problème. Continuez à n'avoir pas de problème, mais ne venez plus troubler le peuple en leur faisant croire que dans votre lutte pour partager le butin, qui est le bien du peuple entier et que vous vous êtes accaparé, un problème s'était produit. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont compati, les compatriotes qui ont cru qu'un de leurs était dans les griffes du lion, oubliant que c'était un lionceau qui jouait avec son père pour attirer vers eux des proies à avaler. Merci de nous avoir éclairés à temps, avant la date fatidique du match de 2025. Monsieur Eto'o et son père, vous n'aurez jamais le dessus sur le peuple camerounais décidé. Regardez derrière vous et comptez maintenant combien de personnes vous avez déçues depuis que vous avez été obligés de dire la vérité que vous avez voulu cacher. Tout théâtre a une fin. Bravo, bravo, monsieur le joueur. Bravo, monsieur le dribbleur. Bravo, monsieur le pichichi. Pichichi en ballon, pichichi en politique, pichichi en théâtre. Les gens pourraient croire que Albert Zongang est naïf ou que nous sommes naïfs. Non. La politique, ce n'est pas d'agresser les autres. Et c'est ce que j'ai dit. La sortie de Samuel Eto'o vient aussi de toute cette pression. Je dois dire une chose. Samuel Eto'o avait soutenu Paul Biya. Oui. Et beaucoup de gens m'ont dit, comment on peut soutenir quelqu'un qui a soutenu Paul Biya? Voilà tout ce qu'ils ont dit. Il a soutenu Paul Biya en 2018. Comment peut-on soutenir quelqu'un qui a soutenu Paul Biya? Cela veut dire que toi aussi tu soutiens Paul Biya. Chers Camerounais, nous soutenons la justice, comme le premier audio d'Albert Zongang qui a été retiré. C'est la justice, c'est le droit. Ce n'est pas parce que quelqu'un du RDPC a soutenu Paul Biya. Si c'est ça, je ne soutiendrai jamais ma mère ou mon père. Je vous avais déjà dit, dans un direct, dans la dernière interview, qui m'a été accordée par Canal 2, que mon père était du RDPC, que ma mère chantait Paul Biya toujours Shoga, que tous mes frères et sœurs
aucun n'est opposant. Donc, si un beau jour, mon frère a des problèmes, je le soutiens. Et comme lui aussi soutient Paul Biya, égal, je soutiens Paul Biya. Dans ce cas, abandonnez vos mamans. Abandonnez vos parents. Je voudrais qu'un seul individu montre le doigt que dans sa famille, il n'y a pas les gens du RDPC qui soutiennent Paul Biya. Je voudrais qu'un seul individu montre le doigt que son chef, qui lui met la salive sur les mains et il met ça sur la face, ne soutient pas Paul Biya. Combien de chefs au Cameroun sont opposants? Combien d'hommes d'affaires sont opposants? Et pourtant, nos parents, nos amis, ils travaillent. Moi-même, j'ai travaillé chez Siantou, qui est mon père. Mais, monsieur Siantou, n'est-il pas du RDPC? N'a-t-il pas été maire jusqu'à sénateur? RDPC. Donc, si je soutiens monsieur Siantou, qui soutient Paul Biya, égal, je soutiens Paul Biya. Et vos mamans alors? Qui est donc opposant au Cameroun? Personne. Tous vos frères soutiennent Paul Biya. Vos soeurs soutiennent Paul Biya. Vos chefs soutiennent Paul Biya. Puisque vous voulez faire la transitivité, ce n'est pas possible. C'est la même chose qu'on avait voulu faire avec la femme de Kamto, qui avait été nommée inspecteur par Paul Biya. Pourquoi vous n'avez pas dit que Kamto soutenait Paul Biya? Alors que sa femme a été nommée, je dis bien nommée par décret par Paul Biya. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il soutient Paul Biya lui-même? J'ai dit sur l'affaire Fekafou, ministre des Sports, moi les combien Ngongo n'ont pas raison. Il ne faut pas faire des déductions que comme tel soutient tel, alors l'autre soutient égal. Nous tous nous soutenons Paul Biya. C'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Albert Zongama a soutenu Paul Biya? Pourquoi? Voilà Albert Zongama. On applaudit Albert Zongama comme étant un grand opposant, non? C'est mon ami. Et il a soutenu dans son audio Eto'o. C'est à Eto'o maintenant qu'il revient de choisir où il doit aller. Mais il a choisi être toujours du même côté où il est en train de pleurer, de lire l'heure en ce moment. Quand nous disons cela, c'est parce que nous savons que les gens qui utilisent les hautes instructions, ils abusent de leur pouvoir. Mais regardez, qui a encore pensé à eux? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que notre façon d'agir, nous qui voulons le changement, nous sommes devenus comme l'extrême droite. On ne veut pas que quelqu'un ait une idée contraire. On veut que tout le monde suive comme les moutons. Si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es un traître. Si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es un infiltré. Je ne peux pas chasser la dictature pour installer la dictature. Respectez les idées des autres. Et si aujourd'hui, Samuel Eto'o, lui restait calme, partait peut-être voter, sans pour autant lancer la campagne, je ne dirais rien. Mais comme c'est une forte personnalité, au moment où les Camerounais sont en train de se mobiliser pour les listes électorales, lui, il a déjà choisi un camp. Il leur dit, allez, c'est avec moi. C'est en même temps pour donner aussi une réponse. Nous voici en 2025.
Moi, je n'ai pas choisi Biya. Moi, je combats Biya depuis. Mais regardez combien me combattent dans mon propre camp. Et comment vous voulez que nous attirions des gens dans mon propre camp? Nous sommes à combien de jours, combien de mois de 2025? Il y a combien de journalistes que nous avons réussi à recruter? Ces gens qui préfèrent me combattre au lieu d'aller combattre Charles Ndongo. L'opposition doit recruter des grosses têtes. En 2018, on avait réussi à mobiliser, ou plutôt Kanto avait réussi à mobiliser, que ce soit Paul-Éric Kinguer, que ce soit encore Bompende Koka, que ce soit Keremuna, que ce soit ceci et cela. Mais en ce temps, qu'est-ce qu'on a mobilisé? Dès que tu veux parler, les gens s'alignent, au lieu de s'attaquer à Paul Biya, s'attaquent à toi. Vous vous rendez compte? Dans une élection, il faut de la communication. Beaucoup ont dit, détruisons les pages de Jipoa, oh, désabonnons-nous. En 2025, vous savez, il y a plus de 5500 journalistes au Cameroun. L'opposition a recruté combien? Paul Biya à la radio, Poste national. Vous n'attaquez aucun journaliste là-bas. Paul Biya a les FM. Vous n'attaquez aucun journaliste là-bas. Paul Biya a la CRTV. Vous n'attaquez aucun journaliste là-bas. Paul Biya Cameroun Tribune. Avec d'autres presses. Vous n'attaquez personne là-bas. Le seul, ou bien l'un des rares, parce qu'il n'y a pas plus de 5 journalistes qui soutiennent Kanto. Qu'est-ce que vous faites? Boum, 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 oh, j'ai quoi? Oh, quoi? Oh, infiltré, oh, quoi? Hey, regarde-moi, un type comme ça là. Oh. Et vous voulez que quelle star viendra? Quel footballeur on va attirer? Quel artiste on va attirer? Quel journaliste on va attirer? J'avais décidé qu'on devait faire un conglomérat de journalistes qui devaient communiquer à outrance que celui-ci signe, l'autre enchaîne, l'autre c'est cela. Mais lorsque vous mettez, quand je leur dis, ils disent que non, pardon, la qualité là, pardon. Posez-vous des questions. Pourquoi des grands journalistes comme Alain Foucault ne font pas des directs? Pourquoi ceux qui ont la notoriété préfèrent aller parler des affaires du Mali, du Burkina? Posons-nous les questions. Nous sommes dans l'autodestruction. Et dès que nous voyons quelqu'un qui a une certaine popularité, allez! Bon, continuons. Samuel Eto'o, lui, il l'avait déjà choisi. Mais mieux valait encore le laisser là-bas, l'oublier. Et surtout, ne pas faire le jeu du régime. Parce que le jeu du régime, c'est de nous écraser. La preuve, regardez sur vos pages. Qui a publié les prisonniers du MRC depuis 2020, 2019? Ils sont à Kondengui et ils font des va-et-vient. Là encore même, le régime n'autorise même plus qu'ils sortent. Cette semaine, pendant qu'on est en train de me déchiqueter, ou bien de s'occuper d'autre chose, c'est-à-dire le journaliste qui se tait, Maurice Kamto, on est contre lui.
ce temps, le régime est en train de broyer les prisonniers du MRC. Combien d'activistes ont publié ce qui s'est passé au tribunal? On a refusé de les sortir. Depuis un an, on est allé à la cour d'appel. Et plus exactement, c'était en mai 2023. Le collectif des avocats tourne en rond. On dit que tantôt, 27 rapports ont été perdus ou on n'a pas donné exactement comme les PV. On les faisait même parfois sortir pour dire on met le dossier à l'État. Mais maintenant même, ils ne parlent plus. Puisqu'ils ont constaté que dans notre propre camp, on ne fait plus de pression. Personne ne s'est indigné. Personne ne sait plus combien d'années il reste à Bibouni-Sak. Et vous croyez que les Camerounais auront le courage quand ils vont voir que nous oublions Bibouni-Sak ou le professeur Foguet en prison? Voilà un communiqué qui d'ailleurs a été rédigé et qui n'a pas été assez relayé par rapport à leur situation et ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous le lire par rapport à ce que à ce qui se dit là. Enfin, c'est l'avocat qui dit, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais chercher le communiqué des avocats. Le régime Biya profite juste du fait que nous sommes en train de faire des combats internes, de nous détruire. C'est comme ça. Matin, midi, soir, je me lève pour essayer de préparer des dossiers, pour essayer de faire des enquêtes. Chaque samedi, pendant que les autres sont en train d'aller s'amuser, je suis là. Jeudi, je suis là. Mais vous allez voir des gens qui se disent opposants. Leur seul but, c'est de venir m'attaquer. Leur seul but, c'est de venir me détruire. Voici donc le communiqué. Les sections réunies, ça c'est le collectif Sylvain Sop, Maître Hippolyte, voilà, Méli. Les sections réunies de la Cour suprême du Cameroun ont rendu la décision suivante. Les sections réunies, bon, voilà, c'est affaire sortie du rôle pour un nouvel examen approfondi. Le décorum était incomplet. Il n'était pas à l'audience. Les 23 demandeurs au pourvoi contre l'arrêt numéro 20 CRIM 1000 du 17 novembre 2022 par la Cour d'appel du centre pour n'y avoir pas été escortés par les gardiens de prison. Quelques militants sont venus. Les avocats étaient là. Les juges aussi. Et quelques journalistes. Mais aucun membre du directoire du MRC n'a fait le déplacement. Pourtant, la plus haute instance juridictionnelle du pays examinait les formalités prévues par la loi pour qu'intervienne plus tard une décision sur les griefs tendant à parvenir à la cassation demandée pour censurer les décisions réprimant les marches pacifiques MRC. Ce n'est pourtant pas cette absence de décorum qui motive la décision de ce matin. C'est de la responsabilité du parquet général, près la Cour
de déclencher les mécanismes administratifs pour assurer la présence des parties détenues à l'audience. Hier à 15 h, les mandats d'arrestation semblent avoir été signés, mais ne sont pas arrivés à la prison centrale de Yaoundé-Konnengi. La défense a été admise à prendre la parole malgré l'absence de ses clients. Elle se plaint d'avoir reçu une notification de la mise en demeure, d'avoir à déposer des mémoires ampliatifs par voie d'huissier sans copie exemplaire du dossier. Premier droit de la défense méconnu par le greffier en chef de la Cour suprême, formalité qui lui incombe en vertu des dispositions des articles 457 et 458 du Code de procédure pénale qu'il doit appliquer, même si cette procédure l'énerve. Le président des sections réunies a signalé que le dossier était volumineux et que les avocats peuvent le consulter au greffe. La défense de rappeler que ce n'est pas ce que dit le texte. En réalité, le dossier tenu par les avocats doit être exactement le même que celui tenu par la Cour. Or, le greffier en chef n'a pas facilité cette tâche. La défense a attiré l'attention de la Cour sur le fait qu'elle a déposé 23 mémoires ampliatives le 30 août 2023 au greffe sans consultation préalable possible du dossier. Le président a signalé n'avoir reçu qu'un seul mémoire ampliatif et c'était là l'inquiétude de la Cour justifiant une décision unanime de sortie du dossier de rôle. Les conseils ont été invités à rencontrer le président à son cabinet après l'audience pour plus de clarté. Les échanges faciliteront l'examen approfondi de l'affaire recommandée par la Cour. Une autre audience sera programmée, mais il est prématuré de connaître la date. L'audience de ce jour se poursuit pour les autres affaires. Au moment où nous délivrons ce CR, vous serez informés de suite. Les prisonniers politiques doivent être un combat permanent et non la FICAFOOT. Ces gens se sont levés et certains même ont organisé des quêtes ici, soi-disant qu'ils allaient envoyer de l'argent. Ils ont vendu des objets. Ont-ils rendu compte? Moi, je n'ai jamais volé un centime de la résistance. Je n'ai jamais demandé qu'on vienne cotiser pour moi. La seule fois, j'ai dit que aider la femme de Martinez Zogo, la famille, et je n'avais rien à voir dedans. Même pas regarder. C'était les orphelins. Depuis que je fais mon combat, où est parti l'argent de ces prisonniers dont on ne parle plus? Le vrai combat, c'est les prisonniers politiques. Le vrai combat, c'est nos droits. Le vrai combat, c'est de recruter pour que nous soyons nombreux, donc de convaincre et non d'insulter, d'attaquer et de vouloir même chasser ceux qui sont déjà dans le combat depuis pour effrayer ceux qui veulent entrer. Aujourd'hui, il faut savoir que le RDPC n'a fait que recruter dans l'opposition. Le RDPC n'a fait que démembrer l'opposition. L'opposition n'a pas mis, ou alors les activistes n'ont pas eu à faire une politique de séduction des masses et non d'agression des masses. Séduction des masses. Et il faut accepter, quel que soit le parti où on est, la différence d'idées.
et non chercher à tuer. C'est lui qui devrait vous aider. Vous venez vous couper la main ici, l'autre dès qu'il veut, vous coupez encore là. Après l'autre, vous coupez la tête. Vous vous retrouvez alors seul. Et finalement, le RDPC dit, viens alors, on te coupe une fois. En rang dispersé, même si aujourd'hui, on demande aux Camerounais que allons-y. Ils ne partiront que parce que nous sommes d'abord unis et nous montrons la solidarité et non la haine, la jalousie, les coups bas. Quand on regarde justement ce qui se passe, et comme je le disais, beaucoup n'ont même pas ça dans la logique, dans le combat. Ils oublient que ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Puisque c'est arrivé, ce que moi je me battais, c'était que les moins les combines ne doivent pas continuer à utiliser le gré à gré. Les Ngongo ne doivent pas continuer à utiliser le gré à gré. Cela ne veut pas dire que je suis en train de supporter Bia. Mais entre supporter et tout et supporter moi les combines, j'ai toujours dit lequel est le plus dangereux. Et même s'ils étaient égaux, au moins respectons la loi. Si on respectait la loi au Cameroun, les militants du MRC seraient dehors. Qu'est-ce que Bibouni Sak fait en prison? Qu'est-ce que Fogué, qu'est-ce que ces gens font en prison? Quand vous ne vous battez pas pour la justice, sachez qu'au moment où vous riez de sa situation, que exactement, ça va aussi vous arriver. Et personne ne viendra vous aider pour pleurer. Mais même si c'est votre pire ennemi, quand il est dans une situation, ne serait-ce que par honnêteté, allez le sortir et puis dites-lui, ne recommencez pas à faire ceci. Mais tout au moins pour la justice, vous l'avez fait. Je vous fais d'abord un peu écouter cette petite intervention. Tous les Camerounais qui se réjouissent des actions du ministre des Sports vis-à-vis du président de la FECAFOOT, tenez-vous tranquille parce que votre tour arrive bientôt. Les Camerounais sont en train de se réjouir face à une situation où le ministre des Sports tord carrément le cou au droit, où le ministre des Sports orchestre une forfaiture, orchestre des règlements de compte au sommet de l'État. Les Camerounais se réjouissent de ça. J'espère juste que vous savez que les premières victimes, quand vous légitimez et acclamez un acte comme celui-là, ce sera les Camerounais du bas peuple. Ce sera vous, ce sera moi, ce sera nous et nos enfants. Parce que, très clairement, je ne vois pas comment on peut cautionner ce que le ministre des Sports a fait. C'est une forfaiture totale. Il a tordu le cou au droit, en juriste de son État. Et les Camerounais sont là parce qu'ils n'aiment pas le président de la FECAFOOT. Ils acclament, ils sont heureux, c'est bien. En tout cas pour ceux qui ne l'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui l'aiment. Mais ce n'est qu'une question d'amour ici, ou de sentiment. C'est une question de respect du droit et de la loi. Et le droit et la loi, c'est ce qui nous protège tous. À partir du moment où vous applaudissez, lorsque le droit n'est pas respecté vis-à-vis d'un de nos concitoyens, demain ce sera votre tour. Et quand vous voyez ce que lui, il représente, celui qui est victime de ça aujourd'hui, imaginez-vous des simples gens comme vous et moi. Nous, on va le subir. Puissance 1000, puissance 10 000. Donc vous ne pouvez pas vous réjouir d'une telle situation. Parce que vous êtes en train de vouloir perpétuer dans le pays un état de non-droit, un état où chacun peut, en fonction d'une position, faire ce qu'il veut et outrepasser la loi. C'est honteux pour le pays. C'est honteux de voir des gens qui se rangent derrière un tel acte du ministre des Sports et qui disent c'est bien fait pour le président de la FECAFOOT. Demain, ce sera votre tour. Et vous ne viendrez pleurer devant personne. Parfois, quand on dit ça, les gens disent c'est le chantage. Ce n'est pas le chantage. C'est la réalité.
si vous ne vous souciez pas des autres, personne ne va se soucier de vous. Mais une fois de plus, lorsqu'on parle de se soucier aussi de Samuel Eto'o, il faudra aussi que lui-même se pose la question s'il se soucie du bas peuple. Lorsque Samuel Eto'o est en route, ce n'est pas Paul Biya, ce ne sont pas les ministres, c'est le bas peuple qui l'adore, c'est le bas peuple qui applaudit, c'est le bas peuple qui le met en haut, parce qu'il représente le bas peuple. Et quand il dit qu'il ne fait pas de la politique, je me pose des questions. Qui lui a dit que les icônes ne font pas de la politique, ou alors que les icônes doivent supporter les chefs d'État? Les footballeurs font la politique. Ils ont toujours été importants pour la politique. On peut comprendre la douleur de certains. C'est vrai que certains viennent tout simplement parce qu'ils veulent détruire. Mais d'autres, ils sont choqués. Parce que quand vous regardez ce que les footballeurs ont fait ailleurs, qui n'avaient pas la notoriété de Samuel Eto'o, qui se sont dressés contre les puissants, vous dites, mais au juste, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle le continent? Le 13 avril 1958, nous sommes à la 30e journée du championnat de D1 en France. Il y a la guerre de la libération qui avait déclenché en Algérie. Les joueurs algériens avaient déserté le championnat français. 9, ils étaient même 10. Un avait été arrêté au niveau de la frontière d'Italie pour aller rejoindre le front de la libération et chercher l'indépendance de l'Algérie. Donc, ils partaient faire la guerre. Ils avaient des contrats. 4 étaient, par exemple, à Monaco. Ils étaient entraînés par Michel Hidalgo. Ils n'avaient que 22 ans. Ils sont allés atterrir en Tunisie. Et puis on leur a dit, vous n'allez pas prendre des armes pour lutter. Mais vous, comme vous êtes les meilleurs en France, vous allez former une équipe qui va jouer à travers le monde entier pour défendre notre cause. Voilà comment est-ce que l'équipe du Front de la Libération est née en 1958. Ces joueurs-là avaient la possibilité d'aller jouer avec la France à la Coupe du Monde. C'était en Suède. Mais ils ont dit, le peuple algérien compte sur nous. Ils sont allés. Ils ont même organisé un tournoi avec la Tunisie, la Libye, je crois le Maroc également. Finalement, puisque la France a fait des pressions, on a été obligé de dire Libye, Maroc, allez hop, vous n'êtes plus de la FIFA. La France, les journaux avaient parlé, avaient traité ces gens-là de tous les noms d'oiseaux. Mais se sont dit, le bas peuple a besoin de nous. Ils ont laissé les avantages qu'ils avaient. Ils ont laissé des contrats. Ils n'ont pas cherché à être là où sont les puissants. Ils sont allés là-bas pendant 4 ans. Ils n'étaient même pas payés. Finalement, c'est les autres nations tellement qui les admiraient, qui payaient même des matchs pour les voir. Et finalement, leur message est passé. Ils ont gagné. Je crois que l'Algérie, finalement, grâce aux accords d'Évian, avait obtenu finalement
son indépendance le 18 mars 1962. Grâce aux footballeurs. Ils sont revenus en France comme des héros. Ils sont entrés dans l'histoire. Le football, c'est quelque chose du bas peuple. Ces enfants des pauvres qui, parce qu'ils ont reçu le talent, la bénédiction de Dieu, là où les autres, eux, ils bénéficient des avantages de leur père parce qu'ils sont des bourgeois. C'est pour ça que les stades sont remplis du bas peuple et non des ministres. Une icône qui se lève pour dire « je soutiens un tyran », cela veut dire tout simplement que il a manqué sa mission. Ou alors, il est utilisé pour d'autres fins. Et il le regrettera, tôt ou tard. Parce que quand on lui dira, qu'as-tu fait pour ton peuple? Il ne saura quoi dire. Le Cameroun se retrouve entre les mains d'une dictature dure. 42 ans. Mais lisez l'histoire, messieurs les footeurs. Regardez un monsieur qui était brésilien. On l'appelait Socrates, docteur Socrates. Il s'est retrouvé dans cette situation-là. Allez apprendre l'histoire du docteur Socrates. Docteur Socrates, c'est la crème de la crème du football brésilien. Et quand on dit docteur, ce n'est pas les docteurs qu'on ramasse là dans la rigole. Hein. Il était docteur en médecine. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Socrates? Eh bien, il avait du talent pour le football. Et d'ailleurs, tout le monde a pu apprécier son génie. C'était l'homme le plus technique dans les Coupes du Monde de 82. Le Cameroun avait participé à la Coupe du Monde de 82. Et même 86 au Mexique. Le Cameroun n'était pas là. Bon, mais 82, il était là. Mais Socrates a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce que, justement, il commence à jouer en 1974. Et quand il commence à jouer en 1974, il va dans un club qu'on appelle les Corinthians. C'était un club de deuxième division. Et il arrive là-bas. Il trouve des mecs. Il dit, bon, nous avons d'abord affaire à un dictateur dur. Nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas le changement. Et au-delà de ça, les conditions des footballeurs étaient tristes comme des esclaves. C'est comme ça qu'ils vont créer la démocratie corinthienne. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils s'autogèrent, ils deviennent indépendants, ils deviennent autonomes. À peu près, les fédérations africaines ne parviennent pas encore à le faire, même les clubs. Socrates va mener ça, et Corinthians va d'ailleurs monter en première division. Il devient le club des rebelles. Pourquoi? Parce que là-bas, quand tu entres, on te dit, tu es de quel parti politique? Parce qu'ils se sont dit, là, nous devons chasser la dictature. Quand ils arrivent au stade, je vous prends par exemple Paul Biya au pouvoir, en 83. Socrates avait quel âge? Il dit à ses camarades, comme ils sont là, nous allons déployer une banderole. Et
Et sur la banderole, c'est écrit « Gagner ou perdre, nous voulons la démocratie ». Ça avait choqué le pouvoir en place. Mais eux tous, ils étaient solides. Et ils avaient même des syndicalistes déjà dans leur club. C'était dans un club qu'on ne pouvait plus bouger dans la mesure où le peuple, finalement, les soutenait. D'ailleurs, lors de la Coupe du Brésil, ils vont encore déployer une autre banderole parce qu'ils vont exiger les élections. Ce qu'on demande aujourd'hui, les élections transparentes. Et leur slogan devient « Je vote mon président ». Je vote mon président. En 1983, en 1984, Socrates réussit à faire descendre 500 000, avec ses camarades, 500 000 Brésiliens dans les rues pour demander les élections au suffrage universel direct. Et s'il n'obtient pas ça, il leur dit, bon, je me barre. On lui propose de l'argent. On lui propose tout. Je vous dis bien que il avait le doctorat en médecine. Par la suite, même, il a eu le doctorat d'État. Mais il l'a refusé. Dites-moi quel joueur de Lyon peut refuser un poste, que ce soit la présidence ou quelque chose. Vous voyez, celui-là, il partait là-bas. Il cherchait eux tous des postes. Socrate et tous ses camarades avaient refusé. Et comme la dictature avait refusé le suffrage universel, eh bien, ce qu'il avait dit, il l'a fait. Donc, en 1984, le gars s'est barré. Il allait à la Fiorentina. C'est l'année d'après que, suite toujours aux pressions qu'il faisait, même étant à l'étranger, que finalement, la dictature est tombée. Socrate est entré dans l'histoire. C'est vrai qu'il est mort tôt, à 57 ans. Mais lui, il a sacrifié ça. Il a montré, il a donné l'amour que le peuple lui donnait. Il a rendu ça. Chez nous, tous les gars, tous les footballeurs là, oh yo, ils sont contents de se filmer avec les mois, les combis, avec les ngongo et tout et tout. Je dis tous. Il n'y a pas d'exception au Cameroun. Il n'y a pas. C'est comme si ces gars-là n'avaient aucune culture. Ils sont contents de le faire. Au lieu d'être du côté des pauvres. Puisque eux-mêmes, ils sont issus de classes très pauvres. Quand on parle du football, le football, vous ne pouvez pas dire que le football est apolitique. Mais même quand vous vous tenez là, vous jouez une équipe nationale, qu'est-ce qui se passe? Mais on chante l'hymne national, non? On ne chante pas l'hymne national. L'hymne national vient faire quoi là? C'est parce que c'est politique. Quand vous gagnez, boum, vous mettez le drapeau. Le drapeau, c'est quoi? Le drapeau, c'est politique. Hitler et tous les grands dictateurs ont utilisé le football, le sport. Vous ne pouvez pas être avec les ministres, les ceci, et vous dites, je ne fais pas la politique. Vous faites de la politique, sauf que vous avez déçu le public. Il faudrait même dire aux Camerounais de ne même plus aller vous applaudir. Aucun footballeur camerounais
aucun n'a réussi à faire quoi que ce soit. Vous savez, quand vous voyez Lula arriver au pouvoir, c'était qui? C'était Socrates, avec les Corinthians. Parce que les Corinthians invitaient dans leur vestiaire, pas les vestiaires où vous partez tout simplement pour faire le pop. Dans leur vestiaire, ils invitaient les philosophes, les politiciens, les artistes. Ils avaient invité Lula. C'est comme ça que Lula va créer le Parti des travailleurs à Sao Paulo. Nous étions en février 1980. Il crée ça avec les footballeurs. Lula n'est pas devenu président. Donc ils ont mis un opposant en haut. Mais les footballeurs camerounais ont peur de parler même avec un opposant ou de discuter avec un opposant. Oh papa Paul, oh maman Chantou, oh machin. Vraiment. Et ils sont contents, hein? Les gens leur écrivent, ils écrivent des textes longs là et tout, ils font de la poésie. Mais lisez l'histoire du football. Lisez l'histoire du football. Avant de parler. Vous avez lu l'histoire de Mario, de Romario, le Brésilien? Comment il a entré en politique? Vous n'avez pas su? Comment il s'opposait à l'ordre établi? Comment il s'opposait au pouvoir? Romario, c'était un grand footballeur brésilien quand il touchait la balle. Mais c'était très très grave. Et même à côté de ça, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Il représente ce qu'on appelle le flambeau du tiers-monde, comme Bob Marley. Parce que Bob Marley, voilà des gens qui ont marqué l'histoire des Noirs. Diego Maradona, il est né dans un quartier très pauvre. Là, on s'en fichait de tout le monde et tout. Mais Dieu a mis la main sur lui. Et tout le monde se rappelle tout simplement de cette démonstration de force en 1986. Lorsqu'il part de son camp, il dribble tout le monde face à l'Angleterre. Il marque. Et surtout, ce but marqué de la main qui va appeler la main de Dieu. Ça a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce que Diego Maradona venait de battre l'Angleterre, qui justement avait gagné la guerre des Malouines, qui avait maltraité, l'armée anglaise avait maltraité les Argentins. Mais Diego Maradona avait réussi à les dompter. Regardez toute l'histoire de Diego Maradona. Il a été avec ceux qui tuent. Il a été du côté de ceux qui sont très puissants. Alors que le gars, lui, prenait même son tas. Diego Maradona a réussi quelque chose que nos footballeurs devraient apprendre. Parce qu'il s'est d'abord opposé aux puissants. Il s'est opposé à la dictature. Il a dénoncé. Il s'est même opposé à la FIFA. Il s'est opposé aux super puissants et il allait dans les manifestations.
Diego Maradona, rappelez-vous, en 2005, c'est le temps de George Bush. Il devait aller dans une réunion des Amériques. Diego Maradona était monté dans le train avec un t-shirt. Il s'est présenté devant le président Bush pour dire c'est un assassin. Il doit être condamné pour des crimes contre l'humanité. Diego Maradona. En 2019, Diego Maradona a entraîné un petit club de 2e division. Il s'est opposé à qui? À Trump. Trump était déjà président. Vous connaissez le discours que Maradona avait fait pour défier Trump? Attendez, je vais chercher ce qu'il avait dit. Est-ce que j'ai ça ici? Voilà ce qu'il avait dit. Voilà, j'ai retrouvé. Les shérifs du monde, que sont ces Yankees, croient que parce qu'ils ont la plus grande bombe au monde, ils peuvent nous diriger. Mais non, pas nous. Cette marionnette qu'ils ont comme président ne peut nous acheter. Devant Bush, Diego Maradona lui avait dit, Bush est une pourriture. Qui pouvait s'attaquer à la plus grande puissance du monde comme ça? Parce qu'il avait le peuple avec lui. Parce qu'il défendait les causes de ces pays qui étaient écrasés par l'Occident, qui voulait absolument imposer un certain nombre de choses. Diego Maradona avait assumé sa défense envers Fidel Castro parce qu'à Cuba, il y avait l'embargo. Sa patte gauche, puisqu'il avait un pied gauche magique, il avait tatoué la photo de Fidel Castro. Là, c'est son pied gauche. Et d'ailleurs, quand Fidel Castro l'avait vu pour la première fois, il avait dit, vous êtes le chien du football. Che Guevara, c'est de ça que lui s'inspirait. Comme j'ai dit, Thuram, ici en France, on a vu Thuram se battre pour dénoncer les inégalités, le racisme, et tout et tout. Les footballeurs camerounais, vous vous battez pourquoi? Vous êtes seulement en train de danser, oh, l'ombolé, l'ombolé, l'ombolé. L'ombolé. Vous tournez les fesses. Les anciens, même chose. Vous voulez seulement aller manger avec Bia. Vous voulez dire que qui a joué plus que Maradona? Mais Maradona était du côté des faibles. Il s'est même attaqué à la FIFA. Il a dit ça c'est des corrompus. Je ne peux pas travailler avec eux. Et il avait raison. Puisque quand il le disait, ils ont dit que oh, maintenant il s'est drogué. Allez, on l'a suspendu. Il a dit vous êtes des corrompus. Il a dénoncé Yao Avalanche avec Texera qui dirigeait la fédération à l'époque. Mais il les a attaqués, il a dit ces gens sont des corrompus et tôt ou tard vous allez tomber. En 2015, c'est là où on découvre effectivement que la FIFA était corrompue. Grâce à Maradona qui a fait ce travail. Maradona a soutenu les Hugo Chavez, les Morales. Il soutenait ceux-là qui voulaient travailler pour le peuple. Et même quand il s'est trompé, il a réussi à se rattraper. Et c'est pour ça que j'ai dit que même certains anciens footballeurs
il fallait leur donner la possibilité de se rattraper. Maradona disait, je me sens cubain, je me sens vénézuélien. Il fallait voir en 2012 comment il soutenait la Palestine. Mais vous voulez dire que vous avez joué au football plus que Maradona, plus que Socrates, plus que tout ce monde-là qui a utilisé le football pour changer le monde. Il avait soutenu Carlos Menem comme chef d'État. Et après un jour, Carlos Menem fait comme Paul Biya. C'est-à-dire que l'armée avait tué des gens et il est gracié. Maradona avait fait immédiatement une sortie. Et voici ce que Maradona avait dit. Je ne pardonnerai jamais à Menem d'avoir amnistié les militaires criminels. Je suis à fond derrière les mères des enfants disparus. Comment est-ce qu'au Cameroun, il y a une guerre dans les régions anglophones? Vous, les footballeurs et anciens footballeurs, vous voyez les mères d'enfants qui accouchent dans l'obscurité, dans les arbres, sous les arbres. Comment on tue les enfants? Vous avez vu comment est-ce qu'on a assassiné les gens en Garbou? Mais vous soutenez Paul Biya? Chacun a le droit de se tromper. Mais pas de faire son peuple. Si on vous tuait, vous seriez des footballeurs? Vous connaissez les enfants qu'on n'a pas là, qui vont à l'école? Vous lui demandez la fin de la guerre. Vous êtes en train de soutenir un régime totalitaire, génocidaire. Moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai toujours dit, quand il faut soutenir quelqu'un, dans ses droits, je soutiens. Mais dès que je vois des erreurs qui sont impardonnables, je tire. Ceux qui passent leur temps à dire « Oh, il a appris ceci », parce que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de conviction. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas de conviction. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on croit qu'on achète tout. On achète tout le monde. Dès que vous voulez parler, on lui a donné de l'argent. Parce que nous sommes un pays corrompu, de corrompus. Quelqu'un qui vous dit que vous avez pris de l'argent, c'est parce que lui-même il est corrompu. Pour signer un petit dossier au Cameroun, on vous demande de l'argent. Pour faire ceci, on demande de l'argent. Et comme ils sont pauvres, donc du coup, quand ils vous voient défendre quelqu'un, ils vous disent que vous avez pris l'argent. En fait, c'est parce que c'est ce qu'ils font. Moi, je soutiens la justice. Mais surtout, je soutiens les droits de l'homme. Je ne peux pas soutenir un régime totalitaire. Et d'ailleurs, je peux bien soutenir un fils de Biya sans soutenir Biya. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes criminel que votre enfant est criminel. Ce n'est pas parce que vous êtes sain que votre enfant est sain. Je connais des parents qui n'ont jamais rien fait de mauvais. Mais leurs enfants sont les plus grands toxicomanes, sont les plus grands trafiquants. Donc je ne confonds pas. Vous, vos théories là, que oh, tu soutiens tel, donc tu as soutenu tel. Ça veut dire quoi? Votre mère peut être folle. Est-ce que vous êtes fou? Votre mère peut être analphabète. Est-ce que vous êtes analphabète? Votre père peut être du RDPC, alors que vous êtes du MRC, vous êtes de l'UPC, vous êtes de l'UNDP, vous êtes de ceci. Est-ce qu'on va, vous serez comptable des erreurs de votre père? Donc dès qu'on soutient votre père, c'est qu'on a soutenu. Mais non. Vous allez voir que, dans la logique d'ailleurs,
Maradona a joué chez lui dans ce qu'on appelle le club des bouseux. Et même quand il fallait venir en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un club des pauvres, Naples. Il ne voulait pas être avec des riches. Tout le monde voulait de lui. Mais Maradona a dit, moi je m'en vais à Naples. Naples, ça veut dire quoi? C'est le quartier des misérables en Italie. Et de l'autre côté, la Juve et consorts, c'est le nord. C'est-à-dire que les bourgeois. Quand Maradona est arrivé là-bas, il a révolutionné le football avec ses idées. Et hop, Naples d'ailleurs, je crois qu'il a gagné 2 Scudetti, plus une coupe qu'il n'avait jamais gagnée, et même la coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, le stade de Naples porte le nom de Diego Maradona. Est-ce que Maradona avait fait des universités? Est-ce qu'il était à l'école? Mais il est devenu une icône. En Argentine, Maradona est un dieu. Ce n'est pas l'école qui a fait de Maradona un dieu. C'est juste que il n'a pas perdu la notion de là où il sort. Mais nous, nos footballeurs, dès qu'ils gagnent des millions, il a les plus belles voitures, il a les plus belles chaussures, il oublie qu'il est né à Mulundu. Il oublie qu'il mangeait le beignet haricots en Kondongo. Il oublie qu'il a dormi sur un lit sans matelas à Obili. Lui, il cherche seulement à aller maintenant manger sur la table de Paul Biya. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Qu'avez-vous fait pour un pays ruiné par la dictature? Quel grand joueur a accepté de jouer au milieu de la dictature? Même Johan Cruyff, qui était la méga star du Barça, il avait tout simplement décliné la Coupe du Monde de 78. Il était le plus grand joueur du monde à cette époque-là. Il n'est pas allé parce que ça se passait dans le pays du dictateur, du général Vadela. Il n'est pas allé. Même si on a voulu un peu remasteriser l'histoire, mais tout au moins. Le Cameroun connaît justement une crise de valeur. La crise de valeur, c'est quand vous ne connaissez pas déjà votre propre valeur. Quand vous croyez qu'être avec un ministre, être avec un directeur du cabinet civil, être avec un secrétaire général à la présidence, c'est là où vous êtes un homme de valeur, non? Vous n'êtes rien du tout. Les grands hommes, c'est avec le peuple. Les grands footballeurs, les grands sportifs sont ceux-là qui sont capables de tenir tête aux puissants. Allez voir ce que Cassius Clay a fait. Mohamed Ali. Vous avez appris que Mohamed Ali se couchait devant un chef d'État, devant un ministre, devant un secrétaire général. Du moment où vous êtes vous-même dans ces compartiments-là,
Sachez qu'on va vous écraser. Et le peuple qui vous a soutenu hier ne sera plus là. Parce que vous avez lâché le peuple. Tout ce que Biya fait, c'est pour vous enlever de votre base. À chaque élection, on n'a jamais vu tous ces lions qui ont remporté les Cannes et consorts. Aucun n'a soutenu l'opposant. Citez-moi un seul grand joueur qui avait soutenu le pouvoir. Je vous donne un exemple et je vais vous dire comment est-ce qu'il a fini. C'était Basile Boli. Chacun connaît qu'en 93, c'est Basile Boli qui marque le but de l'Olympique de Marseille pour remporter la Ligue des Champions, la seule que la France remporte. Il devient méga star. Mais qu'est-ce que Basile Boli va faire? Alors que les Turans sont contre Sarkozy, qui a un mépris incroyable contre les Noirs, qui a un mépris incroyable contre les banlieusards, les enfants déshérités, les immigrés. Eh bien, on va voir parce que généralement les joueurs sont de la gauche. Vous n'allez pas voir un footballeur de la droite. Enfin, je n'en connais pas ayant réussi. Peut-être vous en connaissez, mais moi je ne connais pas un footballeur de la droite ayant réussi. Les grands footballeurs, c'est des gars de la gauche. Et c'est comme ça que, justement, en 2007, Basile Boli va dire, bon, je vais choisir aussi le Parti socialiste, je vais les soutenir, et surtout, moi-même, je vais chercher à devenir député ou bien maire et tout ça. On applaudit. Pendant qu'on croit que Basile Boli est là-bas, bim, Sarkozy vient le voir derrière. Il dit, comment? Viens chez moi non, pour montrer aussi que je suis avec les Noirs. Et comme ça, mon ami Basile Boli, hein, je vous dis que c'est mon ami, il est en train de me regarder là. Basile, tu le sais, non? Je t'ai déjà dit ça. Et même son épouse le lui reprochait. Parce que nous étions un beau jour à la montagne, au ski. Quand je lui ai dit, ce que tu avais fait là, c'était une trahison, haute trahison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis avec Sarkozy. Et le bon Sarkozy l'a nommé au conseiller de l'UMP ou de quoi là. Il avait un drôle de poste là, je crois, en 2009. Il était content. Il avait les émissions à Canal+. Avec mon ami Claudie. Il m'avait demandé d'aller là-bas. Je lui ai dit, pardon. Continuez vos choses là. C'est contre mes valeurs. Je pourrais bien aller gagner de l'argent là-bas. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, j'ai d'abord bossé à Canal, puisque Itélé appartenait à Canal. Appartient à Canal. C'est devenu CNews. Mais je dis, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a eu les pires problèmes de sa vie. Jusqu'à ce que, bim, on l'a attrapé. On l'a jeté en cellule, je crois. C'est en 2016 qu'il est sorti de là en tremblant comme ça. Là. On le poursuivait déjà. Il était déjà
dans la catégorie de Feman de ceci avec toute la bande là, juste parce qu'il avait voulu être avec des puissants. Donc, pourquoi je prends cet exemple? C'est pour dire aux footballeurs qui supportent Paul Biya aujourd'hui, qui supportent la guerre dans le Nozo, qui sont avec les détourneurs des deniers publics. Sachez que vous serez comptable de leurs agissements parce que vous êtes dans une association de malfaiteurs. Vous qui donnez vos voix à Paul Biya, n'oubliez pas qu'il a 92 ans. Et n'oubliez pas que demain ou après-demain, vous répondrez devant, pas seulement les Camerounais, mais la communauté internationale. Vous ne direz pas que, non, j'ai seulement dit, non. Vous courez. C'est très facile de dire, ouais, bon, les gars, ils ne sont pas de l'opposition, donc je n'aurai rien et tout. Moi, je veux assurer mes arrières, mes gardes et tout. Mais vous serez comptable. Moi, je vous avertis. Je suis comme un grand frère, comme un père. Quand il faut vous défendre, je vous défends. Quand il faut vous verser, je vous verse. Mais là, c'est des avertissements. 2025, vous les joueurs là, vous les sportifs là, vous les artistes là, vous devez vous prononcer. Je ne vous impose pas le choix d'un candidat, mais il faut le choix d'un changement. Il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs et tout ce que les footballeurs ont pu faire ailleurs. Copiez cet exemple-là. Vous n'allez pas venir nous imposer le même Paul Biya, c'est quoi? C'est quelle histoire ça? Après vous courez à gauche et à droite, oh, haute instruction fausse, oh l'autre, haute instruction vraie, l'autre, oh, fausse, c'est quoi? Vous êtes en train de nous prendre pour qui? Aujourd'hui, je devrais vous dire que je suis en colère. En colère parce que le régime Biya n'a jamais voulu ni le bien de la jeunesse, ni le bien des sportifs. Et le pire, c'est que tout sportif qui a réussi à la sueur de son front et qui peut avoir la possibilité d'aller vendre son talent ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être avec Paul Biya. Vous avez des maisons partout, non? Je ne dis pas en exil. Vous êtes obligé d'aller démontrer quoi là-bas? Le pire, c'est que vos vies sont en danger. Parce que Paul Biya n'aime pas entendre parler de la concurrence. Paul Biya n'aime pas entendre parler de la popularité. Paul Biya n'aime pas entendre parler même des intentions de pouvoir briguer la magistrature suprême. Et ce que vous oubliez, c'est que Paul Biya a des oreilles partout. Et ce que vous oubliez, c'est qu'il finira par deux choses.
soit vous tuer, soit vous mettre en prison. Et en ce qui concerne le cas de Samuel Eto'o aujourd'hui, il faut penser à la première hypothèse, l'élimination physique. Il faut prendre en compte la première hypothèse, l'élimination physique. Il faut prendre en compte la première hypothèse, l'élimination